Bienvenue à tous sur l'heure de la riposte, saison 2, puisque maintenant on est en janvier 2026 et qu'on passe maintenant à l'étape supérieure, toujours accompagné de mon cher camarade Sébastien. Comment vas-tu, Seb? Bien, et toi? Eh ben écoute, ça va. Est-ce que tu es prêt à démarrer cette nouvelle saison? Ouais, saison 2, on va essayer d'être un peu plus efficace que la saison 1, mais... Bah écoute, la saison 1, c'était le début. On a quand même fait 6 épisodes, presque 7. Le 7e est enregistré, mais il est de trop piètre qualité pour être diffusé. Enfin, quand je dis piètre qualité, je parle surtout de toi, parce que moi, c'était absolument merveilleux. Là, Mais tu viens de me couper ma punchline. ah bah oui, mais je me doute, hein, je commence à te connaître. J'allais dire par quoi t'as pris la parole trop longtemps ou- Non, c'était pas génial. Donc autant le refaire, le garder. En plus, c'était pas un sujet d'actualité. Oui, c'est plus sujet qui pourrait être refait plus tard. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais par contre, là, ça va être autre chose là, pour le sujet d'aujourd'hui. Tu nous as préparé quelque chose, À toi? moi, rien du tout. Ah, bah moi, j'ai pas préparé grand-chose, mais il y en a un qui nous a préparé quelque Oui, chose on a eu quelques surprises. qui devrait nous occuper quelque temps. Mais avant de commencer et de rentrer dans le cœur du sujet, je pense que on peut souhaiter à tous nos éditeurs et auditrices une bonne et heureuse année 2026, à tous ces auditeurs qui sont fidèles et qui se battent, je l'espère, un peu férocement contre le système capitaliste injuste, violent, raciste, homophobe. Bref, n'oubliez pas que c'est eux les méchants et nous, on est les gentils. Nous, on est les woke. Ouais. Ok. Quoi, tu te sens pas woke? Moi? Ouais. Non, j'aime bien la cuisine au wok, Ouais. mais après... Pas plus que ça, quoi. Ouais, voilà. T'as pas essayé plus que ça le wokisme? Moi, je suis un peu ni de droite, ni de gauche, tu vois. Bien au Je contraire, sais quoi. pas trop, bien au contraire. Eh ben écoute, voilà quoi, bonne année à tout le monde, une année de justice sociale et de paix. Et d'ailleurs, en parlant de paix, on a quand même eu un beau message du prix Nobel de la paix. Il est pas prix Nobel de la paix. Si, mais selon la FIFA. Ah oui, selon la FIFA. Oui, parce ouais, que la FIFA a fait le foot et elle donne aussi Des des prix prix pour Nobel ouais. de la paix. Donc je sais pas c'est quoi leur trip. Peut-être Donc- que nous, on pourrait ouvrir une association de boules et filer des prix Nobel de la paix aussi. Ouais. Il y a peut-être un move à faire, quoi. Bah, on va pas, on va dire, spoiler la conversation d'après, mais on enregistre donc le 4 janvier. Hier matin, on a eu le gouvernement des États-Unis qui a fait une opération en enlevant le président vénézuélien Maduro et Nicolas Maduro et sa femme. Et puis, on va parler de ça, entre autres. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, en fait, les vœux du président Trump, c'était pour le peuple vénézuélien vous allez avoir la paix, la sécurité et un grand pays. Et donc, histoire d'associer l'acte à la parole, donc dans la nuit, il a envoyé, je sais plus, 150 avions, enfin un truc Ouais, c'est Call of Duty. démesuré. Ouais, c'est ça. C'est Call of Duty qui arrive sur Caracas et qui fait une opération spéciale pour kidnapper le président et sa femme. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, le bilan humain est encore extrêmement flou. On n'a pas encore précisément les chiffres de nombre de morts, mais par contre, on sait déjà qu'il y a un nombre certain de personnes qui sont décédées et aussi de bâtiments qui ont été détruits. Alors, je ne sais pas si on aura exactement le nombre de morts qu'il y a parce que les États-Unis ont aussi attaqué des bases militaires du Venezuela. Et donc, en général, quand ça touche les militaires, on ne sait jamais trop exactement, pour des raisons stratégiques, combien il y a de morts. Mais donc, parlons un peu du Venezuela et de Nicolas Maduros. Mais avant ça, peut-être qu'on pourrait se faire un petit J'allais jingle. te dire, mais tu rentres dans le vif du sujet, on n'a même pas fait notre super jingle. Bah oui, c'est clair. L'un des problèmes de notre démocratie, c'est la véritable impossibilité de réfléchir et de débattre sans s'insulter. Va niquer ta mère. Et que celle qui s'annonce la plus dure d'entre toutes, C'est mes bites. c'est la bataille climatique. Et que là-dessus, pouvons pas rire. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. C'est quoi ce discours de merde? Et maintenant, c'est l'heure de la riposte. Et maintenant, c'est l'heure de la riposte. Et maintenant, c'est l'heure de la riposte. Et maintenant. Alors déjà, il y a un truc qui est plutôt rassurant, c'est qu'on a quand même gardé notre superbe jingle
Ouais. Est-ce qu'on le fera pas évoluer sur la saison 2 ? Un Non. jingle pour la saison 2 ? Non. Je m'y oppose. D'accord. Bah, dites-nous en commentaire si vous voulez faire évoluer ce magnifique jingle. Et s'il n'y a pas de commentaires, ça veut dire oui. Bah, s'il n'y a pas de commentaire, ça veut dire non. Qui me dit ça mot veut- consent. Ça veut dire qu'il n'est pas écouté, donc ce jingle est nul. Non, ça veut dire qu'il est génial et qu'ils veulent le laisser, donc ils ne voient pas l'intérêt de passer du temps à laisser des commentaires. Ok. Alors parlons un peu du Venezuela. Donc on entend aujourd'hui un peu tout et n'importe quoi sur le Venezuela. Après, c'est vrai que c'est un peu à l'autre bout du monde et on ne connaît pas trop l'histoire du pays. Et de toute façon, on ne va pas rentrer totalement, voire même pas du tout dans l'histoire du pays. Par contre, il y a quand même 2 informations qui sont importantes et qui sont un peu répétées en boucle. La première information, c'est que c'est censé être une dictature. Donc c'est ça qu'ils nous répètent à la télévision. Mais donc j'ai regardé un peu sur quoi ils se basaient sur le fait de dire une dictature. Et je t'avoue que j'ai pas trouvé grand-chose par rapport à d'autres dictatures où c'est à peu près clair et net que c'en est une. C'est-à-dire pas d'élection. Quand il y a des élections, c'est à la Poutine. Il gagne à 80-90%. Les opposants sont en prison, des meurtres en masse, etc., etc. Et là, sur le Venezuela, je ne veux pas faire la propagande de Maduro parce que j'aurais trop peur que la CIA débarque chez moi, peut-être même à la fin de... On n'aura même pas le temps de diffuser, qu'ils m'ont peut-être déjà fait prisonnier, mais aux dernières élections, qui étaient il y a 2 ans ou 3 ans, je ne me souviens plus exactement, Nicolas Maduro, ça a été élu donc, par le peuple à 51%. Et l'opposition accuse de triche. Voilà. Et je vais le dire comme ça avec des guillemets, la communauté internationale, enfin les pays occidentaux principalement, ont dénoncé des élections qui avaient été trafiquées pour que le successeur de Chavez reste au pouvoir. Après, moi, j'ai toujours pareil, c'est pas l'histoire du Venezuela, je la connais pas très bien. Mais ce que je constate, c'est que on se retrouve une fois de plus dans un contexte où il y a un parti, on va dire, qui défend le socialisme et qui fait face à une opposition politique qui, elle, va être pour le coup, états-unienne, donc prêt à livrer le pétrole, par exemple, on en parlera plus tard. Et c'est souvent ce contexte-là que moi je remarque, c'est qu'il y a toujours cette opposition entre quelque chose qui pourrait s'apparenter à la Chavez, de remettre un État social, et puis derrière, en fait, une opposition qui est très libérale et pro-américaine, pour le coup. Enfin, américaine, je vais dire États-Unis, parce que l'Amérique, c'est pas les États-Unis. Mais du coup, il y a toujours cette notion-là qui fait que c'est toujours un peu flou. Après, je connais pas bien l'histoire du Venezuela, mais j'ai quand même appris à me méfier du discours officiel. Des grandes vérités qu'on nous dit. Quand là, aujourd'hui, il y a les grandes nations... sur la terre qui est ronde. Ouais, c'est ça. On sait pas. Et toujours sur les grands États impérialistes, colonialistes, comme les pays... comme la France, par exemple, les États-Unis, etc., ont toujours ce côté ils détiennent la démocratie. Ils détiennent l'image. Ils détiennent l'image de la démocratie. Qu'est-ce qu'il faut faire comme gouvernance ? C'est ça. C'est pas tellement je dirais pas qu'ils détiennent la démocratie, je dirais plutôt qu'ils détiennent l'organisation politique exemplaire. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas comme nous, organisé comme nous, avec des élections tous les 5 ans, avec donc ce que toi t'appelles démocratie, enfin ce qu'on appelle couramment même démocratie. Ouais, la démocratie occidentale, libérale. Mais ce qui est intéressant aussi dans le passage qu'on vit là et dans l'expression politique, c'est qu'à un moment, et je vous jure, c'est vrai, je regarde pas peu les médias, voire pas du tout, et donc quand on veut faire un sujet, des fois je regarde ce qui s'est dit. Et là, j'entends parler en fait d'un gouvernement qui n'a pas respecté l'expression populaire dans les urnes, qui a potentiellement triché sur des élections, qui n'écoute pas la voix du peuple, etc. Et moi, le premier mec à qui j'ai pensé, c'est Macron. Et je me dis, parce que en fait, c'est ça qui s'est passé. Alors, on va dire la politique interne de la France est très complexe en ce moment, se bipolarise, etc. Mais ce qui est marrant, c'est que je me dis, mais en fait, vu de l'extérieur, on n'est peut-être pas mieux en France que ce qu'on dénonce dans d'autres pays qu'on considère comme
pas démocratique, etc. Après, je veux pas... je pense que c'est pas le sujet, défendre Maduro, parce que je connais pas. Peut-être que le peuple... déjà, je pense que tu dis un truc qui est intéressant, mais c'est également un autre sujet, mais on est quand même, pour les auditeurs, des militants, on va dire, assez rompus à l'exercice au niveau syndical et politique. Et pourtant, il semblerait qu'il y ait un pays à gauche qui fait des choses au Venezuela. Et en fait, moi, sous Chavez, je savais quand même ce qui se passait et j'étais très au courant. Sous Maduro, je le suis beaucoup moins. Donc, il y a deux possibilités. Soit parce que c'est pas forcément génial, mais pour ça, il va falloir regarder plus précisément ce qui se passait et ce qui va se passer aussi, d'ailleurs. Soit parce que il y a, on va dire, un recul aussi sur le plan international des informations qu'on peut avoir. En tout cas, au-delà de ça, l'autre information qui est extrêmement importante à savoir sur le Venezuela, on en a un peu parlé, mais c'est pas mal de le quantifier, c'est que ils sont avant tout assis sur une mine de pétrole. C'est le pays qui a le plus de réserves de pétrole, le plus de production de pétrole, je crois. Le plus de réserves connues au monde, accessoirement 20% en fait. 20% du pétrole mondial est là-bas. Donc on peut imaginer quand même que si ils avaient 20% de carottes, par exemple, ou de pommes de terre dans leur sous-sol, le fait que ce soit une affreuse dictature, ça intéresserait beaucoup moins les collègues et les voisins, quoi. Mais là, quoi qu'il arrive, en fait, peu importe le régime, la principale question, c'est le pétrole. Qui le possède et qui peut l'acheter. Et au-delà de ça, la deuxième information importante par rapport au pétrole, c'est que non seulement ils en ont 20%, mais leur principal acheteur de pétrole, c'est la Chine. Donc là, ça pose, on peut comprendre, un problème, on va dire, stratégique aux Américains et aux États-Unis. Et d'ailleurs, ils s'en cachent même pas, hein, c'est leur préoccupation majeure parce que il y a eu l'allocution de Trump hier. Mais lunaire. Absolument lunaire. Absolument lunaire. À une époque, on t'expliquait qu'on venait libérer un peuple. Pour justement ces questions de fameuse démocratie, c'est un dictateur, etc. On peut se rappeler de Saddam Hussein, etc. D'ailleurs, tu parlais des producteurs, des plus gros producteurs de pétrole. Donc, il y a le Venezuela, l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Koweït, l'Iran, les Émirats Arabes Unis, la Russie, le Canada et les États-Unis aussi. Et déjà, on dit long sur l'intérêt américain, parce que tous les pays que je vous ai cités, hormis, on va dire, la Russie et le Canada, où c'est un peu différent, tous les autres pays, c'est des pays où les États-Unis ont été fourrés leur nez à un moment, quoi. Ouais, donc ça, et il y a aussi c'est un peu louche, quoi. Ce que j'ai trouvé aussi en essayant de préparer un peu, là, un peu rapidement, mais en essayant de préparer un peu ce podcast, ce que j'avais trouvé qui était intéressant, c'est que ce qu'avait fait le gouvernement vénézuélien, et il faudrait regarder dans les détails, mais ça fait aussi penser à d'autres pays comme ça, un peu sous le modèle de la Chine qui entre au capital des entreprises qui s'installent chez elle. Sur les compagnies pétrolières, il me semble qu'il fallait que le gouvernement vénézuélien ou l'entreprise nationale de pétrole du Venezuela devienne actionnaire majoritaire de, par exemple, Exxon ou Chevron qui venaient puiser le pétrole. Il y avait cette notion-là, en fait, qui peut rentrer dans ça permet aussi, un espèce de social-libéralisme de l'État, tu vois, qui... Voilà. Et donc, il y a aussi toutes ces conditions. Alors, Trump en a parlé, c'est comme ça que je l'ai su, tu vois, qu'il n'était pas d'accord avec ça. Et il a été plus que pas d'accord, parce qu'il a déclaré quand même nos très grandes compagnies pétrolières américaines, les plus importantes au monde, parce que c'est toujours lui qui a la plus grosse, vont se rendre sur place, dépenser des milliards de dollars, réparer les infrastructures gravement endommagées, les infrastructures pétrolières, et commencer à générer des revenus pour le pays. Donc en gros, le système actuel, c'est une entreprise étrangère qui vient sur le pays, voire des entreprises d'État qui exploitent ce pétrole-là, et donc les richesses reviennent, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, au moins en partie, en tout cas d'une façon majoritaire, à l'État. Et ça plaît pas à Trump. Et lui, il dit, les Américains, ils vont venir, ils vont prendre le pétrole et ils vont générer des revenus pour le pays. Mais par contre, le pays, en réalité, qu'est-ce qu'il va toucher dans ce pétrole-là ? Ça, c'est pas clair pour l'instant. Hein. C'est loin d'être clair. Mais
au-delà de ça, moi, je trouve ça incompréhensible ce qu'ils font. Les Américains ? Ouais, je comprends pas ce qu'ils font. Parce que ils ont déclaré, par exemple, qu'ils allaient gérer le pays jusqu'à une transition sûre. Bah, en gros, Mais ils en allaient fait, mettre ils sous ont tutelle le pays. Oui, mais ils Moi, l'ont pas fait, en fait. Parce qu'ils alors, sont venus, ils ont fait, on À en l'heure où parlera tout à l'heure, mais ils ont fait une espèce d'acte de piraterie en capturant le capitaine, on va dire. Et puis après, ils sont barrés. Puis ils ont dit, bah maintenant, le bateau, il est à nous. Mais ils sont pas sur le bateau, en fait. Non, mais ils ont. Alors, il y a au niveau de la Constitution, c'est la vice-présidente qui a prêté serment, je crois, aujourd'hui, pour gérer le pays. Et donc, elle a pris une menace directement de Trump en disant qu'elle avait intérêt à faire ce qu'on lui dit, sinon ça pourrait lui coûter plus cher qu'au président. Oui, c'est Delcy Rodriguez. Et il a dit exactement. Ah, tu as la citation? Paiera cher, probablement plus cher que Maduros, si elle ne fait pas ce qu'il faut. Ouais, Voilà. c'est quand même un truc. On est dans de la menace de mafia, en fait. Ouais, c'est Mais clair. on va être honnête. Là, ce qu'on vit là, la manière dont les États-Unis fonctionnent, finalement, en fait, c'est pas trop. Là, la méthode est différente parce que c'est un fasciste au pouvoir, on va le dire comme ça. Parce que c'est. Et donc, la méthode est différente. Voilà ce qui se passe, en fait, quand il y a l'extrême droite au pouvoir. Ouais. Mais les États-Unis, malgré tout, ont toujours fait ça. Ça a toujours été. Biden ils n'ont pas fait ça comme ça. Biden et Kamala Harris ont augmenté les sanctions vis-à-vis de ces pays-là. On peut parler de Cuba, par exemple. Ils n'ont rien fait pour endiguer quoi que ce soit, en fait. Ouais, mais et là, c'est pas une question de clan démocrate ou de clan républicain. La politique ce qui va changer, c'est que là, on a l'extrême droite qui est à la tête des États-Unis et que cette extrême droite-là, Elle prend pas de gants. elle s'en fout des règles, en fait. Il n'y Ouais. a pas de diplomatie. Voilà. C'est ça. Mais les États-Unis restent, même sous Biden, même sous Obama, un État impérialiste, en fait. Oui, ça a toujours été. Ça a toujours été. Ça a toujours été un État impérialiste. D'ailleurs, on peut se demander, dans un pays comme les États-Unis, qu'est-ce qui reste de la démocratie, quelque part, encore aujourd'hui, quoi. Parce que tu passes, ils ont... On parle que d'élections truquées, je sais pas si Trump il a des leçons à donner. Déjà, il a eu tout son truc là avec les Russes, d'ailleurs, qui avaient payé... qui avaient piraté, il me semble, Facebook assez massivement pour orienter les votes dans les États un peu clés, vous savez. Bon, là, a priori, quand même, sur l'élection de Trump, c'est moins tendancieux que la première fois. Donc là, il y a aussi une vraie colère aux États-Unis, un vrai ras-le-bol, parce qu'ils sont censés voter à gauche, et en fait, c'est la droite extrême qui est au pouvoir avec Biden, avec, avant ça, Obama, qui allait faire ses guerres, qui allait continuer l'impérialisme, qui était un libéralisme débridé dans le pays, quoi, pour les travailleurs, qui avait pas de... Il n'y a pas de syndicat, il y a une mini-sécurité sociale, même. Je ne sais plus s'il l'a cassé, Trump. Je ne saurais pas dire. Mais c'est l'élection de Trump, on peut la comparer, on va dire, socialement un peu. Alors, évidemment, il y a des nuances à mettre, mais à la montée de l'extrême droite un peu partout dans les pays occidentaux, en fait. Oui. Voilà. Ça suit la même liste. Tant qu'on ne tirera pas les leçons, notamment, entre guillemets, à gauche, de ce qui est en train de se passer, prochaines grandes élections dans les pays occidentaux. Oui, peut-être 2027. Oui. Et ce qui est intéressant également, c'est comment la réaction internationale. Alors là, on n'était pas d'accord, on en a un peu discuté avant. Moi, je trouvais qu'elle était relativement unanime quand même sur le fait qu'elle condamnait, avec plus ou moins de force, hein, évidemment, mais elle condamnait quand même ce type d'action. Mais par rapport à la guerre d'Irak, par exemple, où elle avait ses alliés, elle avait préparé le truc, et ils y allaient en masse, quoi. Là, c'est un peu la sidération, j'ai l'impression. Même le Congrès américain est sidéré parce que logiquement, j'ai cru comprendre que dans la Constitution américaine, enfin dans les règles de fonctionnement américain, avant de partir en guerre, il faut l'aval du Congrès ou des, enfin voilà, il y a un aspect au moins démocratique en interne où avant de déclencher une guerre ou de faire une opération, il faut que le président ait un peu l'aval des institutions, ce qu'il n'a pas fait. Non. J'ai essayé de reprendre tous les pays qui s'étaient exprimés, que j'ai trouvé. Alors, il y en a peut-être d'autres, j'ai pas trouvé, etc. J'ai essayé de prendre les principaux. Je mets un bémol sur la France, puisqu'il y a eu entre le président Emmanuel Macron
et son ministre des Affaires étrangères, je crois, je veux pas dire de bêtises, Barrot, c'est pas tout à fait la même déclaration. Non, c'est complètement différent. Moi, j'ai lu la déclaration de Barrot, là, j'ai trouvé ça plutôt bien, en fait. Plutôt, on va dire, dans les habitudes des pays européens, de dire faut pas faire ça, voilà, tu sais, plus dans une espèce de condamnation avec de la retenue. Moi, j'ai retenu, on va dire, trois grandes types d'expressions. Il y avait le soutien. Ouais. Alors après, il y a des différents types de soutien. Alors, je sais pas si tu veux. Il y a Macron qui a un soutien plus politique, mais avec faut pas faire ça, voilà, c'est pas bien. Mais moi, j'ai la déclaration exacte du ministre des Affaires étrangères. J'ai trouvé ça plutôt ok. Si tu veux, je te la lis. Ouais, vas-y. L'opération militaire ayant conduit à la capture de Nicolás Maduro contrevient au principe de non-recours à la force qui fonde le droit international. La France rappelle qu'aucune solution politique durable ne saurait être imposée de l'extérieur et que les peuples souverains décident seuls de leur avenir. Franchement, moi je suis d'accord avec tout ce qui est dit là, tu vois. Il ajoute que la multiplication des violations de ce principe par des nations investies de la responsabilité principale des membres permanents du Conseil des Nations Unies. Donc, je ne sais pas si tu sais, il y a 5 pays membres qui sont membres permanents, qui existent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui ont pour rôle justement de maintenir une paix internationale, on va dire, de faire respecter les principes auxquels les Nations Unies... avec un droit de veto, etc. Avec un droit, les 5 seuls pays qui ont un droit de veto qui peut bloquer l'ensemble des autres pays et qui usent allègrement, en particulier pour les Russes et puis pour les États-Unis. Mais ça, c'est autre chose. Bref. Donc la violation de ces principes par une nation comme ça aura des lourdes conséquences sur la sécurité mondiale qui n'épargneront personne. Instruite par l'histoire, la France s'y prépare, mais ne peut s'y résoudre. Franchement, la déclaration du ministre de... Elle est politiquement correcte. Elle est très bien. Elle est très bien. Moi, je trouve... Oui, enfin, il n'a pas dénoncé les politiques impérialistes, tu vois, non plus. Non, c'est pas un communiste non plus. On peut pas lui demander non plus... On va dire que dans son rôle, c'est quelque chose qui est... Il y a une condamnation modérée, une condamnation, on va dire... assez politiquement correcte et tout. Et donc, je te disais, moi, en gros, il y a ceux qui condamnent, donc le secrétaire général des Nations Unies, par exemple. Tu l'as eu sa citation ? Non, j'ai pas les citations. Moi, je l'ai si tu veux. J'ai essayé de prendre les communiqués officiels et des fois, c'est simplement un tweet, en fait. Voilà, parce que ça s'exprime, on s'exprime comme ça aussi. Donc, dedans, il y a le Brésil, le Mexique, la Colombie, le Chili, l'Uruguay, l'Espagne, qui c'est la déclaration espagnole, je ne sais pas si tu as eu le temps de la récupérer, mais est plutôt bien. La Chine, la Russie, avec toujours on va dire des nuances, c'est-à-dire ceux qui disent mais il y a la charte de l'ONU, l'article 2 de la charte de l'ONU, c'est une agression. Il y en a qui sont plus anti-interventionnistes. Il y a toujours cette... il y a quelques nuances, mais on reste généralement là-dedans. Il y a Cuba aussi, on en parlait tout à l'heure, qui a usé plus d'une rhétorique sur l'agression et le terrorisme américain, qui subissent, eux, depuis plusieurs décennies. Ensuite, il y a tous ceux qui sont, on va dire, un peu sur la retenue, je vais dire. C'est-à-dire qu'on condamnait, mais plus avec un terme légaliste. Comme, et là, on retrouve l'Union européenne, par exemple, le Canada, le Royaume-Uni aussi, qui était plus, on va attendre d'en savoir plus avant de s'exprimer, etc., etc. Même ça, le Royaume-Uni, c'est quand même assez nouveau, parce qu'en général, ils étaient... pro-américains. Totalement, en fait. Là, en fait, ils sont dans la retenue, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de très politiquement correct. On sent qu'il y a des intérêts dans la période où il faut mieux réfléchir avant de parler, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais un peu surpris de la déclaration de Macron. C'est là que je suis pas d'accord avec toi, c'est parce que moi, je trouve qu'au contraire, ils sont pas trop sur la retenue, parce que par rapport à ce qu'on aurait... Alors, évidemment, c'est pas là où je peux te concéder que c'est pas une condamnation claire. Mais c'est quand même assez clair qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que les États-Unis ont fait. Mais alors qu'avant, ce n'était pas vraiment le cas. Ils ont toujours eu un soutien, que ce soit au Vietnam, que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan. Ils avaient toujours les Occidentaux qui les suivaient, voire même qu'envoyaient des troupes avec eux, en moins grand nombre.
mais ils étaient avec eux, quoi. Alors, Que là, il n'y a aucun pays, oui, mais a regarde. priori, qui est... Bah en fait, alors il y en a qui font un soutien, qui ont un soutien politique, enfin un soutien assez clair. C'est le cas de Milei en Argentine. Ah oui. C'est le cas. Il y a l'Équateur aussi et Israël. Ah oui. Voilà, qui a soutenu. Tu vois, il y a des pays qui soutiennent. Oui. Alors tu vas me dire là, bah il y en a pas. Il y a des pays qui soutiennent. Il y a une déclaration conjointe qui a été faite entre le Brésil, le Chili, la Colombie, le Mexique, l'Espagne et l'Uruguay pour faire une condamnation sur une déclaration conjointe. Donc il y a des pays qui sont plus investis que d'autres dans la condamnation de ce qui se passe. Et tu parlais de la déclaration de Barreau, là il y a une condamnation sur le principe notamment du non-recours à la force. Et mais tu as quand même tout un tas de pays. On peut prendre un que je pensais comment dire qu'il allait je pensais qu'il allait soutenir et en fait c'est de l'extrême droite aussi en Inde, le gourou là qui se prend pour un dieu là, qui est l'extrême droite en Inde là, copain à Macron d'ailleurs, qui lui du coup était plus sur la prudence pour le coup, alors que je pensais qu'il y aurait un soutien. Et après t'as des pays où c'est moins clair, c'est ça que je te disais, c'est que t'as des pays qui vont condamner directement. Tu prends Lula au Brésil, il y a une condamnation, voilà, ça a été clair, tu vois, de ce qui se passait. Tu prends l'exemple du Royaume-Uni, on était plus sur on va attendre ce qui se dit, la loi, faut pas trop intervenir, tu vois, c'est plus modéré, c'est ça que je veux dire. Donc moi, on va dire, j'ai essayé de classer en trois grandes, comment dire, en trois grandes catégories, quoi. Et alors, qu'est-ce que ça donne ce classement ? Bah c'est assez, on va dire qu'il y a les pays d'Amérique latine, hormis ceux qui sont d'Amérique du Sud, hormis les pays où il y a l'extrême droite, comme j'en parlais tout à l'heure avec l'Argentine, avec Milei en Argentine, qui ont une condamnation assez claire, on appelle aux Nations Unies, etc. Parle, tu vois, dénonce assez clairement. Et t'as le Canada qui va être très un peu modéré. Oh attention, tu vois, faut respecter les lois internationales quand même, faut pas faire n'importe quoi, tu vois. Mais on est plus sur la retenue en fait. C'était plus ça que je disais en fait. C'est plus. Moi j'ai le secrétaire de l'ONU, moi je trouve quand même que c'est relativement clair ce qu'il a dit. Ouais, lui il y a une condamnation assez claire. Ouais. Donc il s'appelle Antonio Guterres. Guterres, ouais. Guterres. Donc, il a dit, il s'est inquiété donc ce samedi après-midi que le droit international n'ait pas été respecté, faisant référence à la capture de Maduro, et a indiqué à son porte-parole. Donc, l'opération américaine constitue un dangereux précédent qu'ils appellent tous les acteurs au Venezuela à engager un dialogue inclusif dans le plein respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Ouais. Alors ça, la deuxième partie, tu vois, je comprends pas... Ils veulent qu'ils discutent avec... comment ça, tu vois. Ils sont arrivés, ils ont pris le président. Tu veux qu'ils discutent pacifiquement de quoi, en fait? C'est ça, ouais. Il dit que c'est un dangereux terroriste et qu'il veut s'installer... qu'il veut s'installer au Venezuela et que tant que les Vénézuéliens ne choisiront pas la voie pro-américaine, c'est clairement ce qu'il a dit, en faisant venir des entreprises américaines pour construire le Venezuela. En faisant réélire l'opposition. Et ben nous, on fera la guerre. Ouais. Donc, à quel moment, tu vois, le président de l'ONU peut dire engager un dialogue politique avec les USA, quoi. Il y a zéro dialogue. Lula, il a dit en gros que les bombardements et que la capture, en gros, ça franchit. Il parlait de ligne inacceptable et que ça violait le droit international, tu vois. Tu vois, il y avait, au moins, c'est clair. Au moins, c'est clair. Après. C'est ce que je te disais, toi. Il y a des nuances et tu sens que la... là où il n'y a pas de nuance, c'est en Russie, par exemple. Moscou, il a exhorté samedi les États-Unis à libérer le président vénézuélien et son épouse, bien sûr. Donc, la déclaration exacte, c'est « Nous exhortons les autorités américaines à reconsidérer cette position et à libérer le président légalement élu d'un pays souverain ainsi que son épouse. » Voilà. Donc, au moins, ça, c'est clair, quoi. Bon, après, les Russes, ils sont également extrêmement impliqués au Venezuela, puisque c'est aussi, ils font aussi du commerce avec. Alors, moins de pétrole, parce que les Russes ont également de pétrole, mais ceux qui n'ont pas trop de pétrole, c'est la Chine, qui est également,
très impliquée donc en collaboration avec le Venezuela. C'est une puissance mondiale, commerciale et économique. Ouais. Donc Pékin se dit profondément choqué par les frappes américaines et tac. Il condamne l'usage de la force. La Chine condamne fermement le recours flagrant à la force par les États-Unis contre un État souverain et leur action contre son président. Ce comportement hégémonique des États-Unis viole gravement le droit international, porte atteinte à la souveraineté du Venezuela, menace la paix et la sécurité en Amérique latine et dans les Caraïbes. La Chine s'y oppose fermement. Mais moi, ce que je trouve intéressant, ce qu'il va falloir, à mon avis, observer dans les prochaines semaines, ça va être justement le comportement de la Chine. Puisque, comme je l'ai dit, ils se fournissaient pas mal au Venezuela. Mais au-delà de ça, ils ont aussi une petite île pas très loin de chez eux qui lorgne depuis un moment, qui s'appelle Taïwan. Et à un moment donné, tous les pays, les Russes prennent l'Ukraine, les Américains, ils vont au Venezuela. Pourquoi eux, ils n'iraient pas à Taïwan, en fait ? À mon avis, ça doit leur trotter dans la tête sacrément. Et d'ailleurs, je me suis dit, si j'étais à la place des Chinois, je déclencherais dans les prochaines semaines l'envahissement de Taïwan. Là, à l'heure où on parle, c'est limite un peu tôt, parce que demain, il y a la réunion de l'ONU. Lundi 5 janvier, il y a une réunion d'urgence à l'ONU. Donc, il y a peut-être des choses qui vont être dites, qui vont être faites. Ouais, ça va être intéressant, à mon avis. Je te parlais de choses... Est-ce quelque chose comme ça peut faire éclater l'ONU ? Déjà, je pense que c'est un sujet à part entière, l'ONU, dans le sens où tu parlais d'un peu des droits de veto, tu parlais des comment ça s'appelle, des instances de l'ONU. On s'est bien rendu compte, notamment par exemple avec ce qui se passe entre l'agression d'Israël sur la Palestine, avec Poutine, etc. On se rend bien compte des limites en fait d'action de l'ONU en fait. Donc de là à dire que ça va éclater plus que ça aurait pu éclater avant, voilà, je pense que c'est la suite. Là, il y a un pas peut-être. Moi, je pense que ça peut. Enfin, on va pas faire de la politique. On est un peu sur de la politique fiction, mais moi, je pense que ça peut quand même éclater le truc parce que plus ça va et plus on voit que absolument aucun pays, ne respecte les accords qu'ils ont eux-mêmes signés et dans lesquels, donc pour les États-Unis, la France également, elle est censée être garante de ces principes-là, quoi. Alors tu vas me dire la Russie aussi, et ça fait longtemps que la Russie... Ouais, mais c'est pas pareil en fait. Parce que la Russie, ça a toujours été dans l'ONU les méchants en fait. Que là, c'est fini les gentils, les méchants. Plus personne, tout le monde s'en fout en fait. Ah oui, clairement. Tout le monde s'en fout de l'ONU. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'ils vont garder cette espèce d'instance non nécessaire ? Je sais pas, tu vois. Ou est-ce que ça va pas être un espace en fait demain, l'ONU, de négociations internationales, tu vois, comme les G20 et compagnie en fait. Je pense surtout que ça va être une espèce de table de guerre, tu sais. Une espèce ils joueront à risque. Ouais, c'est clair. Ouais, ils y jouent déjà, mais je pense que la suppression de l'ONU sera le signe qu'ils vont c'est le début de la Troisième Guerre mondiale, quoi. Ouais. Après, oui, c'est le sentiment que ça donne. On va dire les plus pessimistes. Comment on dit les gens qui sont qui pensent à la disparition de l'espèce humaine là, je sais plus comment on dit, mais du coup l'ONU les nihilistes. Ouais, je sais plus. Mais du coup il y a les collapsologues, non, c'est pas ça. Les collapsologues, ouais. Mais oui, ça fait moi plus ça va, plus le monde il est en guerre en fait. Donc c'est pas un genre déclenchement officiel, mais les pays, soit ils sont en guerre, soit ils participent à la guerre d'une manière directe ou indirecte. Donc on n'a jamais autant été en guerre, quoi. Ouais, ça c'est clair. Puis on sent aussi qu'il y a une poussée, même en France, très régulièrement. Là, il y a eu les déclarations du général des armées qui disait qu'elle n'était pas prête pour se battre contre les Russes, mais elle s'y préparait jusqu'en 2030. Ouais. Bon. Que les enfants, fallait qu'ils apprennent à mourir. Voilà, et qu'il fallait qu'ils s'apprennent pas à mourir, que les parents commencent à s'y habituer. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, ça nous fait rire, mais en fait, il était très sérieux, en fait. C'est ça le problème. Et donc, moi, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on se pose comme question ? Tu vois, mais que dit le pape ?
Donc je suis allé voir ce qu'avait dit le Saint-Siège quand même. C'est exactement la question que je me posais. Et ben le pape, c'est résumé de son truc, hein, mais le pape en gros, il appelle à ce que le Venezuela reste indépendant au respect de l'état de droit et des droits humains. Le papier, même le papier est communiste. Tu vois. Bah ouais, enfin... Alors moi j'ai une belle le déclaration. Le pape il a pas aussi. condamné, hein. Le pape il a... Voilà. Parce qu'on a... Mais c'est pareil, je crois qu'il y en avait un qui était, quand je te disais, des trucs qui sont sur la retenue, bah là typiquement c'en est, tu vois, où ça dit rien. Je crois que c'était... Il y avait je crois que c'est le Pérou. En gros, eux, dans ce qu'ils déclaraient, c'était que la transition, elle se fasse dans le plein respect du droit international et des droits humains, tu vois. Ah oui, il faut quand même que ça transite. C'est-à-dire que ça condamne pas, c'est-à-dire ce qui s'est passé, mais tu vois, et c'est un peu à la Macron, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Et même si Macron, du coup, son tweet a été retweeté par Trump en personne, tu vois. Ouais. Quelle grosse mange-merde. Ouais. Et on n'a pas parlé de la Colombie. Et il a déclaré au président colombien, quand même, qu'il devrait faire gaffe à ses fesses. Donc il a carrément menacé le pays d'à côté. Attention, ce qu'on fait là-bas, on peut le faire également, quoi. Et j'ai une autre citation qui vient de Colombie. Des troupes colombiennes qui se sont amassées sur la frontière vénézuélienne. Ah oui. Donc au début, je me suis dit, mais pourquoi ils font ça ? Ils vont aller les aider, ils sont prêts à... Parce qu'en plus, il me semble que c'est plutôt de droite... gauche modérée, droite à la Macron, quoi. Je sais pas du tout. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les FARC, ils ont déclaré, donc les FARC et les guerrillos colombiens, j'avais pas pensé à ça. se dit prêts à affronter l'impérialisme américain jusqu'à la dernière goutte de sang. Et en fait, ils se sont mis à la frontière pour essayer d'empêcher les FARC de passer vers le Venezuela en cas d'invasion. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé beaucoup au début, mais je vais revenir sur ce que je disais. C'est quand même étonnant qu'ils ont fait un coup de prendre le président, partir et laisser les choses faire, quoi. Bah, Qu'est-ce qu'ils espèrent qu'ils espèrent derrière ? En fait, j'essaye de me dire, j'y connais rien, on va dire, en sécurité intérieure, extérieure, en renseignement, etc. et tout. Déjà, je me dis... bah, ça montre une fois de plus que le renseignement américain, c'est un des meilleurs au monde. Parce que, alors, ok, hein, c'est pas à Poutine qu'ils ont été chercher, tu vois. Ouais. Mais c'est. Mais quand même. Mais ça veut dire qu'ils ont fait une opération, ils ont débarqué, ils ont, en gros, si j'ai bien compris, neutralisé les systèmes de défense vénézuéliennes. Ils ont débarqué à je sais pas combien d'hélicoptères en pleine nuit, attendu que la météo soit bonne, tu vois, donc, et tout en sachant où il était pour faire poum poum, en 3 heures c'était réglé, il était parti, tu vois. Ouais. Genre c'est ouf, tu vois. Le moment où ils ont pris la décision et le truc, ça a été super rapide, tout était millimétré, c'est quand même une prouesse en fait de quelque part, tu vois, cette opération. Après c'est très film à l'américaine, tu sens qu'en plus les vidéos... Je pense qu'on va avoir des films dans 4-5 ans, peut-être même des jeux vidéo même. Dans Call of Duty, on va aller capturer Maduro, c'est sûr. C'est sûr, bah, il faisait tuer Castro déjà dans Call of Duty, donc bon. Mais du coup, il y a ce côté un peu, on va dire, un peu cette démonstration de force, en fait, un peu à l'américaine, comme on peut voir dans les films, tu vois. Ouais, c'est assez fou, là. C'est un peu des messages qui sont envoyés aussi. Ouais, le niveau de... Bah, t'imagines, je pense que le président colombien, il est caché dans un endroit aujourd'hui... Il n'y a pas de téléphone portable. Il se méfie un peu plus, ouais. Tout le monde serre un peu les fesses. Moi, je suis curieux de savoir les coulisses, en fait, du renseignement là-dessus, en fait. C'est plus un côté, comment dire, curieux, tu vois. Mais à quel point la stratégie de renseignement, comment elle a travaillé, un peu comme ce qui s'est passé en Ukraine, en Russie, quand les Ukrainiens, ils ont fait débarquer des drones qui ont décollé du territoire russe pour attaquer des lieux stratégiques de pétrole, etc., de stockage et tout, là. Ils ont quand même fait un gros coup qui a coûté extrêmement cher à la Russie pour finalement peu d'investissement côté ukrainien, mais c'est du renseignement et de l'infiltration plus. C'est digne d'un James Bond, en fait. D'ailleurs, on a senti aussi une montée en 3-4 mois que le Venezuela, qu'on n'entendait pas trop parler, était devenu une cible des Américains. Et on ne sait pas trop pourquoi, parce que Maduro, il n'a pas fait de truc particulier pour... Non, mais ça a toujours été une cible des Américains, le Venezuela, et notamment toujours pour le pétrole, et encore plus quand derrière, c'est un État social, en fait. Enfin, comment dire, t'as un gouvernement socialiste
Je rentre pas dans les nuances, etc. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, mais Ils ont toujours été un ennemi des États-Unis, ça c'est Chavez une évidence. a toujours été. Et les États-Unis Mais par font de la contre, ce qu'on a vu là ces 3 derniers mois, c'est une préparation médiatique en fait de l'attaque. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à buter des pêcheurs ou sous couvert que c'était des narcotrafiquants, à s'en prendre systématiquement à Maduro. Le prix Nobel de la paix, c'est à l'opposante. Enfin, on a l'impression que tout est, sans rentrer dans le complotisme, on a l'impression que tout est bien préparé en fait. Et je trouve que la préparation médiatique, elle n'a pas été si préparée que ça au final. C'est en gros, Trump, il y a un matin, tu l'entends faire des déclarations sur le Venezuela. C'est vous qui faites rentrer toute la drogue aux États-Unis. Oui, vu qu'il sort une dinguerie tous les jours. T'es là, ok, d'accord. Bon, on va faire des opérations choc. Il envoie l'armée, le premier bateau du Var. Peut-être que c'est un bateau de cocaïne, en fait. Tu vois, peut-être. Mais je pense que de toute façon, on sait pas. Si t'es américain aujourd'hui, tu sais que la principale drogue, le principal fléau, c'est la crise des opiacés en fait. Ouais. Ou des trucs comme McKinsey, ils ont conseillé à des laboratoires pharmaceutiques de vendre des opiacés pour soigner des maux de tête, tu vois, à la place du Doliprane aux gens, et ça les rend complètement dépendants. Et tout ça. Avec tous les fonds d'investissement derrière, enfin tu vois, il y a ce truc-là. Surtout le principal fournisseur de drogue aux États-Unis, en fait, c'est les laboratoires pharmaceutiques en fait. Oui. Et alors le fentanyl et compagnie là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais après, la vraie drogue entre guillemets, enfin l'illégale, celle qu'ils n'ont pas légalisée aux États-Unis en tout cas, elle vient principalement du Mexique et de la Colombie. Elle vient pas plus que ça du Venezuela. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors elle en vient un peu, mais pas plus que ça non plus quoi. Et ce qui est fou, c'est que ensuite il a directement bombardé des bateaux. Déjà là, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais même si c'est des bateaux de drogue en fait, tu vois. Comment ça, c'est des peines de mort sans tribunal sur des eaux internationales ? Surtout, ils ont prouvé qu'ils avaient largement les moyens d'aller les chercher. Ouais. Ils ont les moyens militaires d'aller les capturer, en fait. Donc voilà, et du jour au lendemain, boum, c'est parti. La météo est bonne, les gars, on y va, c'est aujourd'hui, tu vois. On va chercher le président, tu vois. Et donc, la vraie question, mais c'est quoi le coup d'après pour eux ? Parce que là, comme je te disais, ils sont repartis. Ils n'ont pas laissé... ils n'ont pas fait comme au Chili avec Salvador Allende, où ils ont derrière un mec avec les militaires qui suivent et imposer quelque chose d'autre. Là où c'est quand même assez inédit, c'est qu'ils ont pris le président, ils sont partis, ils n'ont pas laissé de troupes sur place, ils ont dit attention, si vous ne faites pas comme on dit, on reviendra, mais ils sont quand même partis, tu vois. C'est quoi le plan, tu vois ? Ils sont partis. Ils espèrent une contre-révolution, je sais pas, non ? Je sais pas si... Alors, j'espère que c'est ce qui va se passer. Mais ça se passera pas comme ça. Pas une contre-révolution. Une révolution. Une révolution, je veux dire. C'est-à-dire mais pour eux, une contre-révolution, c'est quand les forces de... c'est ce que font les Américains partout, c'est-à-dire dès que, notamment dans ces pays-là, il y a des révolutions qui se présentent, les Américains sont sur place pour les faire échouer. On peut parler de Cuba, on peut parler de tous ces pays-là, ça a été ça. Et ce qui se passe au Venezuela, c'est... je pense qu'on est aussi là-dedans. C'est-à-dire que le fasciste, ce qu'il a de plus que le capitaliste qui est pas fasciste, en fait, c'est qu'en plus, il est idéologique. Et que derrière, en fait, c'est des communistes, en fait, entre guillemets. Je mets ça, je suis sûr qu'on... Des gens comme Trump, c'est un truc qui compte. Oui, ça, et Cuba, ce qu'il a déclaré sur Cuba, j'aurais dû prendre les notes, c'est ignoble en fait. Ce qu'ils ont déclaré sur Cuba, tu vois, c'est un pays qui est géré par des abrutis, tu vois. Ils sont pas riches en fait. Donc ils sont nuls, tu vois, c'est vraiment des abrutis, tu vois. Enfin, la déclaration de fou, mais on sait que Cuba, dans les mois à venir, ça va être, enfin, c'est déjà très compliqué pour eux de par la politique américaine, on va dire, habituelle. Ça se durcit de plus en plus, parce que les relations internationales avec la Russie, avec la Chine, avec tout ça se complique et c'est compliqué pour eux. Je serais pas étonné que on se retrouve dans une semaine. Maintenant on a aussi pris Canel Diaz à Cuba, tu vois, et puis tu vois, ça pourrait être tout peut arriver là en fait. Et le seul moyen d'arrêter ça, ça va être la guerre en fait. Oui, mais au-delà de ça, c'est que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est que ça ne sert à rien. Parce que par exemple, là, imaginons, changeons de pays. Imaginons que ça se passe en France. Et imaginons que ça soit, je sais pas, les Anglais ou les Allemands, ils font un coup et ils capturent Macron, ils se barrent et ils veulent que notre industrie travaille avec les Allemands. La réaction des gens
aujourd'hui, on considère que Macron a à peu près entre 11 et 20% d'opinion positive, de soutien, on va dire, alors que au Venezuela, les soi-disant experts qui passaient à BFM parlaient entre 20 et 30%. Donc on peut imaginer que c'est plus. Même s'ils disent pas la vérité, on peut même imaginer que ça soit encore plus. Mais bon, admettons qu'il n'y ait que 20 ou 30%. Alors qu'ici, en France, pour Macron, il n'y en a que 10-15%. Si un pays étranger capturait le président, venait faire une opération, bombarder le pays, capture le président, se barre, à aucun moment, même pour les opposants, ils vont se dire c'est une bonne idée ça, tu vois. Enfin, la population va pas dire oui, c'est super, merci, merci les gars, venez, prenez notre président, non, il est trop con pour le faire, donc heureusement. Et il se bat, tu vois. Il se bat avec le mec et ils leur disent démerdez-vous maintenant. Vous devez changer, démerdez-vous, c'est à vous de faire. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Moi, j'imagine ça un peu, toujours dans le film un peu à l'américaine. C'est-à-dire qu'ils ont pris le président, ils ont dit au Venezuela, voilà, le plan, c'est ça. Voilà. Et puis nous, là, tu vois, puis, avec pression de la guerre et tout, le plan, c'est ça, en fait. Vous organisez des élections, et puis pour le pétrole, on va faire comme ça, et puis ici, c'est chez nous, en fait. Ouais, mais si on n'est pas d'accord. Et donc, si t'es pas d'accord, tu as l'opposition politique qui, Trump a expliqué que, tu vois, la vice-présidente, là, t'as intérêt à faire, sinon ça va être pire. Tu vois, donc en gros, je sais pas, on va à aucun moment ils peuvent le faire. Non, mais à aucun moment ils peuvent accepter de faire ça. C'est impossible, c'est inconcevable. Et donc tu vas avoir une opposition comme ce qui peut se passer avec... Ils ont juste capturé un type. Ok, c'est le président. Mais, ils ont capturé le président, mais c'est pas échec et mat, tu vois. Ils ont tué le game. On n'est pas dans un jeu vidéo où t'as capturé la capitale et puis après c'est fini. T'imagines Poutine demain, la semaine prochaine, Poutine, il fait une opération comme ça, il capture Zelensky. Ouais, il capture Zelensky. Non, parce que tu dis... Parce qu'en fait, le problème, c'est considérer que... C'est ça qui peut se passer. Non, Pourquoi mais même s'il capture Zelensky, ça ne change rien, en fait. Non. Ça ne change rien, la problématique. S'il capture Macron, et parce qu'ils veulent que la France change, ça ne change rien. C'est même pire, c'est que ça a tendance à renforcer la population, à soutenir l'injustice qu'ils sont en train de vivre. Bah oui, c'est ça. C'est ce que j'essayais d'expliquer avec mon exemple sur la France, c'est demain... L'Allemagne, il capture Macron ou n'importe qui, ou même Cuba, il capture Macron, tu vois. Plus qu'on est sur des exemples comme ça, tu vois. C'est des communistes qui capturent Macron et qui disent maintenant vous devez devenir communiste. T'as intérêt d'être sacrement convaincu pour suivre le délire quand même, tu vois. C'est ça. Ça a tendance plutôt à dire mais non, mais vous n'avez pas à intergérer chez nous, quoi. En fait. C'est là où tu te bats, on va dire, contre l'invasion extérieure, en fait. Ouais. Tu te bats pour ta liberté. Donc c'est une mauvaise... Au sens propre, en fait. Tu te moi, bats je trouve pour ta que c'est une liberté mauvaise au sens stratégie. propre. Je comprends pas le plan, en fait. Mais je pense qu'il y a pas... je pense quand il a fait ses tarifs douaniers... il a tué des économies de partout, tu vois, avec ses tarifs douaniers là, et tout, etc. Je suis pas sûr qu'il y avait un plan derrière. Ouais, ils ont quand même été plus ou moins gagnants sur le long terme. Enfin, ouais, encore, c'est même pas... je sais pas, en fait. Faudrait regarder, je suis pas économiste non plus là-dessus. Ouais, il a essayé de mettre un coup de pression. Je suis un pauvre électricien. Mais... En fait, il fonctionne beaucoup par coup de pression, Trump aussi. Il met un coup de pression et quelque part, c'est beaucoup du bluff parce que je pense les États-Unis n'ont pas les moyens d'envahir un pays comme le Venezuela et d'arriver je pense pas sur le long terme à changer. Ils peuvent exploiter, si tu veux, arriver à exploiter le pétrole pendant 15 ans peut-être quand même, tu vois. Mais ils peuvent pas changer le pays qui est sous occupation. Ils ont jamais réussi à faire ça. Ils ont essayé plein de fois, ils n'y arrivent jamais. Ils l'ont fait en Irak, ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé de le faire au Vietnam d'abord en premier, ils n'ont pas réussi. En Afghanistan récemment, ils n'ont pas réussi. Donc ça ne peut pas fonctionner en fait. Alors ce qui est particulier et ce qui est différent avec ces pays-là, c'est qu'à chaque fois il y avait d'abord une guerre de déclarer sous un prétexte quelconque. La lutte contre le terrorisme, des silos de missiles, tu vois. Il y a toujours eu... La finalité, c'était le pétrole, enfin les ressources du pays. Systématique. Non, pas systématiquement. C'était sur le Vietnam, c'était purement idéologique, par exemple. Ils voulaient pas ne plus avoir d'accès. Alors ça a un intérêt aussi économique, évidemment. Et puis géostratégique, ouais. Mais il y avait toujours là en fait, il a fait, mais en gros
Tu sais, il n'y a pas une stratégie, on va dire, de guerre pour la liberté, tu sais. Pour la démocratie. Pour la démocratie, tu vois, parce qu'il y a des terroristes, pour tuer les terroristes, pour les chasser, tu vois, puis remettre le pays d'aplomb en mettant la démocratie, justement. Bah, il essaye de le mettre un peu en... Là, il n'a pas fait ça. Là, en fait, il le fait un peu, mais pas tant, en fait. C'est ça qui... Et souvent, la dernière étape, c'est que tu as la population... où on nous fait croire en tout cas que la population elle se soulève contre Bachar al-Assad, elle se soulève contre Bachar al-Assad, c'est encore un sujet différent. Ouais, mais c'est pour le coup là, c'est la population qui se sont démerdés à faire la révolution. Ouais, mais tu regardes en Irak, ils ont fait, t'avais les images de la population qui fait tomber les statues de Saddam Hussein, tu vois. Oui. Et tu vois, il y a toujours ce truc-là. Là, il n'y a pas ça, en fait. Oui, là, Trump, il a juste dit, on prend le président. Voilà, hop, réglé. Ouais. Pour faire la guerre, ça coûte des sous, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est ça qui s'est passé, en fait. Mais c'est fou qu'il y en a pas... ils n'ont pas des conseillers pour dire non. Et je pense que ils vont prendre le problème à l'envers, tu vois. Il va aller au plus simple. Ils enlèvent le président, il va en installer un autre et régler, tu vois. Non, ils peuvent. C'est pas, comme hein. Là, ce qui m'étonne là, c'est on va le savoir. Bon là, ça fait 2 jours. On va le savoir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est ils l'ont pris, ils sont partis. Ils n'ont pas installé un autre président. L'autre président, la vice-présidente, toi, ils ont capturé Macron. Ce qui et se passe, du coup, c'est que la ils ont mis notre premier ministre, le cornu, comme président, tu vois. La vice-présidente, en fait, ce qui se passe, c'est que là, c'est soit elle va accepter les conditions américaines, notamment sur le pétrole. Mais Trump, elle ne peut pas. Non, mais soit elle accepte, soit elle va sauter, en fait. Mais oui, mais elle ne peut pas accepter. Et c'est là qu'on va voir. Mais si elle accepte, non, mais j'ai même envie de dire plus loin que ça. Admettons que tu aies raison. C'est si elle accepte. Mais je pense qu'elle les gens ne vont pas accepter le jour à aucun moment. Tu vois. C'est là où ça va être intéressant, et je pense sur un plan aussi du mouvement social au Venezuela, et à quel point en fait le chavisme est ancré, tu vois, l'aspect révolutionnaire est ancré. Ça va être de voir l'attitude de la population, parce que la population, soit le gouvernement actuel est un vrai un vrai frein pour la population, parce qu'on parle de restriction de liberté, d'appauvrissement, etc. En oubliant d'expliquer les embargos aussi économiques qu'a subi le Venezuela d'ailleurs, qu'on fait ça. Et du coup, soit la population elle va empêcher ça, et c'est-à-dire que Trump va falloir qu'il y a une entreprise américaine qui va vouloir venir prendre du pétrole au Venezuela, il y aura peut-être des actions de résistance pour empêcher ça d'une population qui se révolte. Donc il y a tout ça. Là, c'est là qu'on va voir en gros à quel point le gouvernement vénézuélien, en fait, il est soutenu par la population. Ouais. Si la population elle ne bouge pas et elle veut des élections démocratiques etc. Et puis que après tu sais comment se passe une campagne, etc. Avec tout ce que ça peut contenir. Mais oui, mais mais jamais ils vont faire une élection démocratique. Si la population est pas soutenue. Non, mais je dis démocratique au sens. Non, mais jamais ils vont faire une élection tout court. Pourquoi ils feraient une élection? Ils ont capturé le président. Je pense que c'est ce qui va se passer. Non, moi je suis un peu. Enfin, je serais étonné. Je serais étonné que ça se passe. On va diffuser ça et dans une semaine, il y aura des élections. Mais je serais très étonné qu'il se passe des élections. Là, ils ont capturé le fait qu'un président meure ou là, elle soit capturée, on va pas refaire des élections. Non, mais je pense que ça, c'est ils ont des vice-présidents, etc. Si le gouvernement actuel n'est pas soutenu par la population, il va se passer un moment où... Non, mais c'est surtout s'il n'y a pas de révolte populaire pour demander des élections. Logiquement, ils vont déclencher une espèce de plan Marshall un peu... Et donc, ça suspend les élections parce qu'on est en période de guerre. Bien sûr. Voilà. Donc, il n'y aura pas d'élections, tu vois. Oui, mais ce que je veux dire, c'est donc ça peut pas marcher, ça. C'est soit le Venezuela capitule avec les Américains parce qu'ils n'ont pas le rapport de force. Ouais, donc ils capitulent direct. Attends, soit ils capitulent et là, soit la population, elle accepte ou elle accepte pas. Et si elle accepte pas à quel niveau? Tu vois? Soit le gouvernement vénézuélien refuse de capituler, tu vois, et riposte ou pas, voir, tu vois, ils se sont fait agresser, voir comment ils résistent. Et pareil, s'il n'y a pas un soutien de la population, dans ce cas-là, du gouvernement, si le gouvernement est, comme on le dit, pas soutenu et reste au pouvoir illégalement et pas soutenu par la population, il va sauter et la population demandera un autre gouvernement. Mais s'il est soutenu par la population, le Venezuela va résister, en fait. J'ai du mal à concevoir
que la population elle aura le dernier mot, mais que son action va être déterminante dans ce qui va se passer dans les prochains mois. Bah, je pense, imagine, tiens, un exemple. Il y a eu, il y a quelques années, ou peut-être même c'est assez récent, à Cuba, on a vu un truc arriver, tu sais, c'était des manifestations anti-gouvernement cubain, où ils manifestaient à la Havane en expliquant que du coup, c'était à bas la dictature communiste, etc. Tu sais, ça avait fait le tour de la presse, tu sais, on en entendait parler, tu vois. Ils interviewaient des Cubains dans les rues qui disaient à bas la dictature communiste. Donc il s'est avéré que c'était une fois de plus un coup, un coup américain pour déstabiliser le pays. Et la réponse, elle a été massive en fait. Et c'est notamment pour ça que Cuba résiste depuis des années. Et à nuancer, parce que rien n'est parfait, surtout dans le contexte dans lequel ils sont. Mais du coup, la réponse, c'est que la semaine d'après, il y avait des millions de Cubains dans les rues, partout dans le pays, qui manifestaient pour défendre la révolution, en fait, en disant on n'accepte pas. C'est-à-dire que il n'y a pas eu... la réponse, elle est collective, en fait. Oui. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles Cuba résiste, c'est que, imagine, ils viennent sur le pays, il faudrait qu'ils tuent tout le monde. Ils rasent tout, ils tuent tout le monde, comme ils font en Palestine. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Ouais. Donc, il n'y a pas d'intérêt d'y aller. C'est pour ça qu'on laisse un peu... Alors, il y a un intérêt politique, tu vois, idéologique, mais c'est tout, en fait. Il n'y a pas ça. Là, Trump, je pense, il s'en fout. Et donc, le Venezuela, c'est pareil. Soit il y a une réponse collective de cet ordre-là là, qui s'installe dès maintenant. C'est-à-dire que moi, si j'étais vénézuélien, militant, on va dire... de Chaviste. gauche comme ça, ouais, peut-être, je sais pas ce que je serais, tu vois, peut-être que je serais de droite si j'étais là-bas, j'en sais rien. Pas plus qu'ici. Pas plus qu'ici, tu vois. Mais du coup, là, je me dirais, qu'est-ce que je fais ? Je vois mes potes, on en parle, tu sais, ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Si je suis dans un syndicat, j'organise des réunions syndicales sur le sujet. Ouais. Si je suis dans un parti politique, j'organise des choses, tu vois. Ouais, tout à fait. C'est comment nous, on a notre rôle à jouer aussi. Oui, complètement. Et donc, soit complètement soit c'est ça qui part, et dans ces cas-là, il y aura une défense de la liberté des Vénézuéliens et des ressources de leur territoire, en fait. Mais là, je suis étonné que, d'ailleurs... Soit ils vont faire comme ils ont fait partout, c'est-à-dire que la communauté internationale va faire en sorte d'empêcher la guerre en organisant des élections, et puis les Américains ils puiseront dans les puits de pétrole et puis régler, en fait. Je sais pas si tu as réussi à voir des réactions de ce qui se passait au Venezuela. Non. Par rapport à la population. J'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé. Alors, il faudrait peut-être dans les dernières heures, là, il y a des choses. Hormis les vidéos qu'on te montre qui sont, en gros, il y a 3-4 vidéos qui tournent, filmées de Caracas, et tu sens clairement... ça fait bizarre d'ailleurs ces vidéos, parce que c'est clairement le film américain, tu vois, avec les hélicos qui survolent la ville, qui s'arrêtent, l'exfiltration, tu sais, c'est vraiment... Hormis ces vidéos-là, en fait, et les déclarations officielles, j'ai rien trouvé. Après, je me doute que ça doit être assez compliqué, là, côté au Venezuela. Il y a peut-être... il y a peut-être énormément de choses qui sortent pas. J'imagine que il y a peut-être une espèce d'état d'urgence, tu vois, pendant quelques heures ou quelques jours, qui fait que le pays il se renferme un peu sur lui-même. Je sais pas du tout, en fait. Ouais, c'est ça pour le coup, c'est assez inquiétant de pas avoir justement de réaction. Moi, je m'attendais à avoir au moins des manifestations plus ou moins monstres de soutien au président. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas l'information, donc ça veut pas dire que ça n'existe pas non plus. Ça veut juste dire qu'on ne sait pas, quoi. Je pense qu'on rentre aussi dans une espèce d'accélération de ce qui se passe là depuis des années, de crise du capital, avec tout ce que ça comporte politiquement. Et puis, il va y avoir une accélération parce que, regarde, là, il kidnappe un président. Là, c'est-à-dire que la Chine, demain... veut kidnapper le président de Taïwan. Ça va être quoi la réaction de la communauté internationale là-dessus ? Si Poutine, demain, il va kidnapper Zelensky, ce que je disais tout à l'heure, c'est quoi la réaction de la communauté internationale ? Ouais, c'est clair. Peut-être dans la période là. T'imagines le délire, tu vois ? Et puis ça veut dire aussi que derrière, la Chine, elle peut envahir Taïwan. Qui va dire quoi, en fait ? Il n'y a plus à l'international, tout est en train de se rejouer. Il y a aussi une bipolarisation politique qui arrive entre un camp, on va dire, de gauche minoritaire, de gauche où on peut progressiste, on va dire. On peut retrouver l'Espagne, etc., le Brésil,
Les réformistes, quoi. Les sociodémocrates. les sociodémocrates. Et derrière, un camp qui est la Trump, Milei, les Poutine, etc. Et donc, il y a cette bipolarisation politique et des enjeux après internationaux. Enfin, ça se redessine, en fait. Moi, j'avais posté des messages sur Facebook qu'il fallait libérer Naruto. Naruto. Libérer Naruto. On n'a pas vu les dernières saisons. Maduro, merci. Ouais. Donc, je vais recommencer. Donc, moi, j'ai vu des commentaires, pas mal de commentaires sur Facebook parce que j'avais posté un post pour libérer le président du Venezuela. Et la réaction de certaines personnes, c'était un peu, mais on n'a pas suffisamment d'emmerde pour s'occuper de ce qui se passe là-bas. En gros, on s'en fout, quoi. En quoi ça nous concerne, tu vois? Eh ben ça, c'est une vraie question qu'on pourrait... que je te pose, d'ailleurs, là, Seb. En quoi ça pourrait intéresser nos auditeurs? Non, parce que s'ils sont arrivés jusque-là, c'est que ça les intéresse. Sans avoir coupé, ou qu'ils sont vraiment défoncés sur leur canapé. Et qu'ils n'arrivent pas à trouver la télécommande. Mais en quoi ça peut concerner les travailleurs, quoi? Moi, les gens que j'ai croisés, personne n'en parle. Ou si une personne... Oh, t'as vu Trump, ce qu'il a fait? Trump, c'est fou, hein, il est vraiment taré. Hein. Point. Il n'y a pas de question en mode tenir, mais ouais, c'est en train de partir en sucette sévère. Ça va forcément à un moment nous impacter plus rapidement que prévu, ce qui se passe. Quoi. Ouais. Tu vois, pour au moins avoir cette réaction-là, au-delà de la réaction moi, que je vais avoir plus humaniste, de me dire c'est encore des gens qui vont mourir, c'est encore une population qui est maltraitée, et c'est encore un fou, tu vois, au pouvoir, tu vois. Cette indignation que... Je pense que les gens, ça les touche pas. Comme, malheureusement, la Palestine, pour beaucoup, comprenaient pas trop ce qui se passait. Et ça les a jamais outrés, en fait. Parce que, tu vois, il y a pas... ça les a jamais indignés, on va dire. Ouais, ça les a pas révoltés, quoi. Ouais, tu demandes aux gens, tu dis, bah oui, c'est grave, parce que là, on a vu des images, quand même, c'est filmé en 4K, le délire, donc tout le monde a vu des images un peu de ce qui se passait. Et tout le monde dit, ouais, c'est pas bien, quand même, tu vois. Mais, tu sais, il n'y a pas d'indignation... il n'y a pas une indignation générale. Après, dans d'autres pays, il y en a une petite, mais qui est quand même toujours très minoritaire. Dans des pays, c'est un peu plus développé qu'en France, mais c'est vrai que pour l'instant, ça ne les choque pas plus que ça. Mais par contre, ils devraient s'intéresser très largement à ça pour plusieurs raisons. Déjà, comme tu l'as dit, ça va impacter fortement donc, la géopolitique internationale et on se dirige quand même... Moi, je pense de plus en plus clairement vers une troisième guerre mondiale. Et dans cette troisième guerre mondiale, c'est pas tout à fait clair qui sont nos alliés, qui sont nos ennemis, quoi. Et au-delà de ça, ce qui se passe chez les travailleurs à l'étranger, rien n'interdit le fait que ça peut se passer de la même façon chez nous, voire que ça soit nous-mêmes les agresseurs, c'est-à-dire que puisque Trump le fait, pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire en Afrique, par exemple, où c'est les pays qu'on a été et qu'on est très développés là-bas. On ne le fait pas déjà en Afrique? Alors, on n'a encore jamais kidnappé un président, mais on en a tué quelques-uns quand même. C'est vrai que la France en a tué quelques-uns. On n'a pas trop de leçons à donner. Ouais. On n'a pas de leçons à donner, mais les travailleurs français, tu vois, ils devraient s'intéresser à ce qui se passe, à s'indigner pour que justement, nous, on ne soit pas dans cette position-là et qu'on respecte le droit des humains, en fait, des hommes, des travailleurs. Mais ce qui se passe dans le monde actuellement, depuis cette accélération qu'il y a, parce que les travailleurs ukrainiens, c'est quoi l'impact que ça a sur eux au quotidien? Parce que le pays doit continuer de tourner, mais il y a la guerre. Ça se passe comment pour les gens, tu vois? Et ça montre un truc, la période dans laquelle on vit. Ça montre qu'à une certaine époque, en fait, dans les usines, ça aurait parlé de ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas, en fait. Il n'y a plus d'international de travailleurs de masse. Bien sûr qu'on va trouver l'international marxiste de machin, les marxistes plus marxistes, les FSM, les marxistes trotskistes. Il y a des internationales comme ça qui existent, tu vois. Mais elles sont, faut le dire comme c'est, elles sont pas de masse, en fait. Et même quand la CGT, qui est une organisation de masse quand même dans le pays, même quand la CGT, en fait, elle est de moins en moins. Elle fait partie de cette internationale, potentiellement. L'international, il ne transmet pas en interne dans la CGT vis-à-vis des syndiqués, en fait. C'est un peu ce qu'on disait au départ. Et donc, du coup, il n'y a pas Qu'est-ce qui se passe au Venezuela Comment tu veux depuis le début, on ne sait pas trop, tu vois. Comment tu veux avoir... Alors, évidemment que j'ai aucun doute. D'ailleurs, la CGT, j'avais pris aussi
les réactions des politiques en France, etc. Donc la CGT a évidemment condamné. J'ai aucun souci, comme ça se fait avec l'Ukraine, comme ça se fait avec les travailleurs israéliens, les Palestiniens, etc. Il y a un réseau de travailleurs à l'international, de syndicats. Et donc, on va avoir, notamment sur la chaîne YouTube de la CGT, très régulièrement, il y a une interview d'un travailleur étranger, etc. Et tout. Donc, on va avoir en fait ça. Mais pas tout de suite, mais on va avoir ces témoignages-là. Mais il n'y a plus vu que le prolétariat, pour le dire comme ça, il est plus organisé à l'international, il n'y a plus de solidarité internationale qui se met en place. La solidarité, elle arrive à se mettre en place uniquement si on est organisé. Si on n'est pas organisé, la solidarité, elle peut pas se mettre en place. Parce que toi, tu pourrais te dire, tiens, aujourd'hui, comment je pourrais être solidaire avec le travailleur du Venezuela, ou le travailleur ukrainien, etc. Ou même le travailleur américain, d'ailleurs. Ou le travailleur américain, tu vois, sous Trump, tu vois, comment on sait, tu vois, on va sur la CGT, a fait des choses avec des syndicats américains, il y a des rencontres qui se font, il y a des fois des fédérations, notamment, je pense à la métallurgie, je sais pas si c'était toujours le cas, mais à une époque, c'était le cas. Il y a des choses qui se font, en fait. Mais du coup, c'est plus organisé en fait. Ouais. C'est pas organisé. Si toi tu te dis, mais comment je pourrais faire. Du fait que c'est pas organisé, je trouve que c'est surtout pas transmis en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas transmis de façon descendante déjà vers les premiers militants comme nous, puis encore moins vers l'ensemble des syndiqués, quoi. C'est extrêmement rare qu'on parle d'international et de ce qui se passe. Et puis dans nos organisations, en fait, il faudrait une vraie formation politique, peut-être aussi un peu économique, des vraies formations sur la question géopolitique et des rencontres régulières. Il y a des choses qui se font, évidemment, il faut monter à Montreuil. Moi qui suis à CGT, si je monte à Montreuil, il y a des colloques, des trucs. Voilà, on peut mais c'est pas là-bas c'est très bien qu'il y en ait là-bas, mais moi, localement, c'est pas que là-bas, en fait, le syndicalisme international, je vais pas y connaître grand-chose, à part, moi, les petites recherches que j'ai fait ou un sujet qui m'a intéressé, etc. Et puis c'est pas quelque chose qui est, on va dire, un objectif de fond continuel des syndiqués dans les syndicats, en fait. C'est-à-dire que tu n'en parles jamais. Quand tu en parles, en fait, de l'international, c'est la Palestine, tu vois. Il y a un génocide, on en parle. On va avoir des actions qui vont se faire. Et on en parle, je suis pas sûr que ça fasse l'objet de prise de parole dans les usines, tu vois. Donc, on a, pour moi, une vraie problématique là-dessus, c'est on n'a plus d'international de masse, en fait. Quelque chose qui soit... vraiment qui viennent des travailleurs en fait. On a une espèce de bureaucratie syndicale qui peut se déclarer marxo-trotskiste si elle veut, tu vois, qui va faire l'international marxiste et des travailleurs de je sais pas quoi, tu vois, mais ils sont entre eux. Et ils transmettent pas en fait. On est à la riposte, il y a ce travail-là qui est fait. Il y a un travail qui est fait à l'international, beaucoup, tu vois, sur le site de la Riposte, lariposte.org, vous allez dessus, il y a plein d'articles sur l'international. Je doute pas qu'il va y avoir un super article qui va sortir sur ce qui se passe au Venezuela dans les prochains jours. Mais du coup, on touche qui en fait ? 1000 lecteurs sur Facebook ? Un peu plus que ça, mais non, mais tu vois ce que je veux dire ? Non, mais je caricature. On n'est pas au million de travailleurs qui devraient justement discuter, quoi. Voilà, au moins aux centaines. Et on va toucher déjà des travailleurs qui sont ou des militants, qui ont une certaine culture politique. Après, normalement, etc. c'est censé faire justement l'effet cascade, en fait. C'est-à-dire que les premiers militants, ils sont censés être formés pour justement derrière former les autres. Est-ce que le problème, il vient vraiment de la tête ou il vient justement de la structure d'après, en fait ? Est-ce que, normalement, ça ne serait pas dans ton syndicat de parler de l'international ? Parce qu'il y a un ou deux camarades du syndicat qui sont chargés d'aller chercher les informations de ce qui se passe à la CGT, à Montreuil, et même de s'informer au niveau international d'une façon plus générale. Est-ce que le problème, il ne vient pas d'abord de la base du syndicat, en fait ? Il vient de la base du syndicat, mais de par son organisation, en fait, et les priorités. Quand la CGT, dans ses orientations, en fait, elle n'a pas d'amendement sur les questions internationales, ça n'intéresse pas vraiment les gens. Or, si on va avoir des témoignages de camarades à l'international lors d'un congrès, on va tous se lever, applaudir, c'est émouvant, mais il n'y a pas de résolutions qui sont portées, qui découlent dans les syndicats. C'est-à-dire que toi, dans ton syndicat, est-ce que la question internationale, lors de ton congrès, tu l'abordes ? Comment tu l'abordes ? Et est-ce qu'il y a des résolutions qui sont prises ? Et est-ce que vous décidez de mener des actions concrètes pendant le mandat qui vous est donné pour pouvoir faire des actions avec l'international ? Une trame de fond, un travail du quotidien.
Et ben non, a priori, mais ça, T'imagines- je pense que ça se fait peut-être à la tête. Mais... Oui, mais le problème, c'est que si tu veux que ça vienne de la base, c'est à nous, la base, de prendre cette question-là et de la mettre dans, dans nos débats quotidiens. Parce qu'évidemment que les conditions du travailleur chinois et ce qui se passe économiquement, les guerres commerciales qu'il y a, c'est des Michelin qui ferment, en fait. La guerre commerciale qu'il y a, c'est EDF qui est privatisé. La guerre, ça a un impact. Donc on doit être capable, nous... Mais tous les deux dans les entreprises, que ce soit la Poste ou EDF, qui sont... plus à l'international que dans le pays. Oui, ouais, le chiffre d'affaires de la Poste, il est peut-être un tiers pour le pays, les 2 tiers, c'est le fait à réseau l'international. international. Et donc le travailleur de Total, là, dans ce qui se passe au Venezuela, là, il va avoir lui, il est impacté, on est d'accord. Oui, et il va être confronté à d'autres travailleurs américains, etc. Et comment tu peux militer, résister, vouloir changer, essayer d'améliorer un peu le monde si tu vois, t'as pas ces connaissances-là. Et même moi, alors, je suis obligé de m'abonner au Monde Diplomatique, d'essayer de déchiffrer ce qu'il y a marqué dedans, pour des fois essayer de comprendre des enjeux, de m'ouvrir un peu sur les trucs. Mais on devrait avoir, ça devrait être une trame de fond, comme connaître le code du travail, en fait. Ouais, c'est vrai. Et tu parlais justement là des interventions des politiciens français. Peut-être que tu vas pouvoir nous en dire 2 mots. Ouais, donc qui tu veux savoir La France Insoumise. Ouais, par exemple, ouais. Eh ben, France Insoumise, en gros, alors je vais pas lire parce que des fois c'est des pleins communiqués de presse. Hein. Donc en gros, elle condamne l'agression américaine, elle parle d'un enlèvement, elle exige la libération et le retour immédiat de Maduro et elle appelle à une condamnation internationale. Voilà, c'est clair. Mélenchon, lui, dans la France Insoumise, il a dénoncé une intervention militaire d'un autre âge et un enlèvement odieux. Et il accuse un mobile lié au pétrole. Il n'avait pas tort, vu que ça a été dit par Trump de quelques heures après, Trump lui-même. Et il exige la libération. En gros, il dit que c'est un enlèvement odieux pour s'emparer du pétrole. C'est assez clair aussi. Le PS, lui, condamne l'opération. Il rappelle que la force ne remplace pas le droit et alerte sur un précédent dangereux. Donc c'est condamné, il parle d'enlèvement, enfin c'est condamné quand même. Olivier Faure, il dit, et c'est là que c'est marrant, pourquoi le PS c'est pas forcément un allié, il condamne l'opération, quoi que l'on pense de Maduro, cet acte doit être unanimement condamné. Et en gros, voilà, la force ne peut pas remplacer le droit et il craint un feu vert des autocrates, voilà. Et donc en gros, il est dans le A, quoi qu'on pense de Maduro. Un peu comme, tu vois... Macron. Macron, il a dit que c'était une bonne nouvelle pour le peuple. Les écolos, ils condamnent fermement l'attaque militaire et l'enlèvement. Voilà. Et ils demandent que la France, elle condamne. Ils insistent sur le droit international. Tondelier, j'ai pris les numéros 1 un peu à chaque fois. Tondelier, pareil, elle condamne. C'est le Parti communiste. La même chose. Le Parti communiste condamne avec la plus grande fermeté l'offensive. Parle de violation flagrante du droit international et demande la libération immédiate et demande la levée des sanctions et saisit l'ONU. Donc voilà, il parle d'une agression impérialiste et d'une violation flagrante, etc. Donc le communiste a parlé d'impérialisme. Ça, c'est pas mal. On est pas mal. Fabien Roussel dénonce une agression impérialiste. Parle de guerre, condamne l'enlèvement et appelle à faire des barbecues sur la place. Non, c'est une blague. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu. Il appelle à défendre la souveraineté. J'ai vu des vidéos où place de la République hier, ça brûlait des drapeaux américains. Ouais. Donc voilà. Glucksmann. T'as Glucksmann. Ouais, Glucksmann. Alors lui, il défend pas Maduro. Mais averti d'un monde en gros sans droit international, il critique le double standard et l'absence de condamnation. Mais lui, il défend pas Maduro. Il a dit que c'était peut-être une libération pour le peuple. Marine Le Pen condamne le régime Maduro, mais ouais, voilà, on sait de quel côté ils sont aussi. Mais insiste sur la souveraineté des États, critique l'intervention et demande de rendre la parole aux Vénézuéliens. Voilà, Bardella. Il a dit, mais où trouvent-ils toute leur énergie? Il reconnaît les critiques démocratiques sur Maduro, mais appelle à la souveraineté. Voilà, donc ils peuvent pas dire oui, allez-y, prenez la place. Ouais, c'est clair. Ouais. Ciotti salue la chute d'un dictateur, tout en disant que cela doit s'inscrire dans le respect du droit international. Ouais, c'est pas voilà, trop le cas. Chute d'un dictateur.
La CGT condamne l'agression militaire, parle d'agression impérialiste, évoque un objectif de contrôle des ressources pétrolières et appelle la France et l'ONU à réagir. Voilà, donc là, la CGT, c'était clairement l'agression impérialiste, l'agression militaire et l'enlèvement dans les termes. La FSU, j'ai toujours pas fini de lire leur communiqué. Ah, ils l'ont déjà écrit. Donc, ouais, mais il était trop long. J'ai pas pu tout lire. Et après, on a Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, Attaque, France-Amérique latine, qui dénoncent l'agression américaine, qui défendent la souveraineté du peuple vénézuélien. Bon. On a dans le tour un peu des politiques, mais pas de surprise. On va dire que les bâtards, ça reste des bâtards. Et qu'il y en a pas mal quand même. Ouais, c'est clair. Et bah, Seb, est-ce qu'on passerait pas à la conclusion ? Bah, vas-y. Ouais, mais avant de conclure, jingle. La riposte et c'était quand même vachement bien. C'était l'heure de la riposte et c'était quand même vachement de la merde. C'était l'heure de la riposte et retrouvez-les dans un prochain épisode. Et promis, la prochaine fois ce sera vachement mieux. Qu'est-ce que c'est nul comme jingle. Mais non, il est vachement bien. Bah, dites-le nous en commentaire là, si c'était bien. C'est superbe jingle. Bon, en tout cas, 2026, ça commence très fort avec le Venezuela. En tout cas, nous, ça nous parle pas mal. Hein, la je pense que cette année, je vais apprendre plein de trucs sur l'international. Ouais, ça part assez fort sur l'international. On aurait pu faire un épisode également sur les grèves des agriculteurs. Bon, on l'a fait dans la saison 1. Je crois d'ailleurs que c'était le tout premier épisode. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires et à faire circuler auprès de vos amis et de vos camarades ces épisodes-là. Et puis, abonnez-vous et donnez-nous de la force pour continuer. Et puis, hasta la victoria, camarades. Hein. Quelle conclusion. Allez, ciao. Salut.